Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2620 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 17 octobre tout d'abord avec les éliminatoires de l'Euro et on va parler bien sûr de ce match entre la Belgique et la Suède hier. Donc arrêté, supporters confinés, récit d'une soirée angoissante. Donc le stade Roi-Baudouin de Bruxelles est passé par tous les états ce lundi soir après l'interruption du match Belgique-Suède comptant pour les qualifications de l'Euro. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que la plupart savent, mais en gros il y a eu, c'était l'horreur avant la rencontre parce que deux supporters suédois ont été assassinés par une personne tout simplement. Donc voilà, ça s'est arrêté à la mi-temps cette rencontre. Donc il y avait un partout, mais là on va pas parler football, on s'en fiche bien sûr du résultat. Donc voilà, deux personnes tuées à Bruxelles en marge de Belgique-Suède. Le match arrêté, donc les joueurs suédois ne souhaitaient pas revenir sur la pelouse pour disputer la seconde mi-temps. J'ai dit il y avait un partout à la mi-temps et voilà, les joueurs savaient ce qui se passait. Donc voilà, avec cet attentat, voilà, il faut utiliser ce mot attentat. Et du coup les joueurs suédois n'ont pas voulu reprendre tout simplement la compétition, enfin la deuxième mi-temps. En gros, on peut les comprendre, qu'ils devaient être marqués psychologiquement par ce qui s'est passé hier. Donc le speaker du stade à Bruxelles pour le match entre la Belgique et la Suède demande aux supporters de rester confinés dans le stade parce que les supporters étaient plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que le fugitif, on peut dire, était toujours en liberté. Actuellement, quand je fais la vidéo, je sais pas s'il a arrêté, s'il n'est pas arrêté, j'en sais rien. Donc on espère que tout se passe bien, enfin à l'intérieur. Donc voilà, il n'y a pas eu de problème à l'intérieur, mais plutôt à l'extérieur. Et quand même deux supporters ont été tués par balle. C'est fou les gars, pour aller voir du football. Tu pars le matin, tu vas voir un match de football et tu rentres pas le soir chez toi. C'est une catastrophe. On pense fort bien sûr aux deux personnes ainsi qu'à leur famille. Donc on peut voir la détresse bien sûr des supporters suédois. Et Victor Lindelof, qui est un joueur suédois, il a dit nous nous sommes mis d'accord pour ne pas jouer voilà, deuxième mi-temps. Les Belges ont également estimé que c'était la seule option possible. Bien sûr, tout le monde savait que c'était que plus personne pensait au football après ce drame hier. Donc le plus important est que les supporters soient en sécurité. Ça a été le cas après, bien sûr. Donc Will Steele, qui est un entraîneur de Reims, les gars, donc un entraîneur belge de Reims, donc bloqué dans le stade Roi-Baudouin parce qu'il était présent pour ce match. Vu que là c'était la trêve internationale, il est parti regarder cette rencontre. Donc lui, il était dans le stade et il a dit à l'After RMC: on est toujours enfermé dans le stade avec l'interdiction de sortir, c'est un peu le flou pour tout le monde. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe tout simplement. Donc le sentiment à l'intérieur du stade, donc pour l'instant c'est plutôt calme. Tout le monde est resté silencieux pendant les annonces. Il y a quelques chants de supporters, mais c'est un peu le flou parce que personne ne savait vraiment quand ils allaient sortir les supporters ou non, parce qu'ils étaient confinés, ils sont restés jusqu'à minuit confinés les supporters dans le stade parce qu'ils ne pouvaient pas sortir parce que la sécurité n'était pas encore optimale à l'extérieur. Donc voilà. Et du coup l'évacuation du stade Roi-Baudouin est débutée il y a quelques minutes. Donc là il était quasiment plus de minuit, minuit et quart, minuit 30. Donc les supporters ont pu sortir du stade. Donc ils ont dû rentrer directement chez eux. Heureusement il n'y a pas eu de problème, on va dire, à la sortie du stade. Et concernant les joueurs suédois, seront directement escortés du stade vers l'aéroport. Donc là je pense qu'ils sont déjà retournés du côté de la Suède. Donc voilà, annonce un dirigeant de la fédération belge à la RTBF. Donc ils ont été escortés par la police belge. Donc voilà ce récit hier les gars de cette rencontre. Donc on n'a pas parlé football, mais on a parlé plutôt de ce qui s'est passé parce que c'était l'horreur à Bruxelles. Donc voilà, concernant cette tragédie on peut dire. Et concernant un match ce soir, l'équipe de France joue contre l'équipe de l'Écosse. Vous savez que c'est dans le stade de Lille. N'oubliez pas que Lille, c'est à peu près à 150 km de Bruxelles. Donc voilà, c'est pas très loin. Donc la sécurité du stade Pierre Mauroy pour le match France-Écosse sera renforcée suite aux événements qui ont lieu à Bruxelles hier soir. Donc voilà, il y aura plus de policiers autour tout simplement du stade ce soir pour que tout se passe bien. Et bien sûr, on l'espère. On continue les gars avec cette soirée. On va parler cette fois-ci football. Et on va parler d'un autre match dans la poule de la Belgique et la Suède. C'était l'Autriche contre l'Azerbaïdjan et 1-0 pour les Autrichiens. Et c'est Sabitzer, l'unique buteur du match. Donc on peut voir les stats de la partie. Donc félicitations à l'Autriche qui mérite sa victoire. Parce que pour moi ils ont plus dominé leur adversaire. Et du coup c'est officiel, l'Autriche se qualifie officiellement pour jouer ces futurs Euros. Donc il y a la Belgique et du coup l'Autriche officiellement qualifiée. Donc voilà, c'est une sacrée team l'Autriche. Bon, je ne sais pas s'ils vont gagner l'Euro, je pense pas. Mais voilà, il y a quand même des très bons joueurs comme Alaba, Arnautovic, Danso, défenseur lensois, ou même Sabitzer. C'est une très très belle équipe. Donc félicitations à eux. Et du coup la Suède, on sait ce qui s'est passé hier, mais du coup
Même sans avoir fini le match, on sait déjà que sportivement, ils ne seront pas à l'Euro parce qu'il n'y a que 2 places. Et du coup, la Belgique était déjà qualifiée depuis quelques jours. Et l'Autriche a obtenu le deuxième billet. Donc la Suède ne disputera pas l'Euro 2024. Donc dommage pour cette sélection. On va parler du Portugal eux aussi. Ils avaient déjà leur billet là depuis quelques jours. Et hier, ils jouaient du côté de la Bosnie. Et une Manita pour le Portugal. 5-0, ils ont gagné du côté de la Bosnie. Donc Ronaldo, doublé. Il est en grande forme. CR7 actuellement. Bruno Fernandes, Cancelo et Félix les buteurs. Donc voilà, c'est un Portugal à sens unique. Peut-être actuellement, le Portugal, peut-être la meilleure équipe en Europe. Ça tourne très très bien actuellement. La sélection portugaise, 66% de possession de balle. 9 tirs, 6 tirs cadrés, 5 buts très efficaces. Seulement une frappe cadrée n'a pas fini au fond des filets en gros. Donc voilà, Bosnie, eux, c'est 0 tir cadré. Ils n'ont pas vu le jour contre cette très belle équipe du Portugal. Et le Portugal actuellement, sur les 8 matchs de qualification pour l'Euro, c'est 8 victoires. C'est carton plein pour le Portugal. Pour la première fois de son histoire, le Portugal enchaîne une 8e victoire de suite en match officiel. Jamais c'est arrivé dans l'histoire du Portugal d'enchaîner autant de victoires sur 8 rencontres d'affilée. Et donc les stades, j'ai dit, 8 matchs, 8 victoires, 32 buts inscrits. Il faut les marquer aussi, les buts, 32, c'est énorme. Et seulement 2 petits buts encaissés, plus 30 en différence de buts. Un sérieux prétendant, donc il faudra se méfier, bien évidemment, cette redoutable équipe portugaise. Et quand on pense au Portugal, on pense bien évidemment à Cristiano Ronaldo. Et trêve internationale réussie pour Cristiano Ronaldo. Donc hier, c'est un doublé et une passe D, décisif sur 3 des 5 buts du Portugal. Et il y a quelques jours, il avait inscrit également un doublé. Donc là, en gros, sur ces 2 derniers matchs, Portugal, cette trêve. Donc c'est 4 buts et une passe D pour Ronaldo. Voilà, pas mal bien sûr quand même pour un joueur qui a 38 ou 39 ans. Donc voilà, quelques photos du match de Ronaldo. Donc buteur sur penalty Ronaldo et buteur également dans le jeu. Voilà, donc voilà, félicitations bien sûr à lui. Et le GOAT est loin d'être finito. J'ai dit un doublé pour lui ce soir. Et niveau stats, ça donne quoi? Parce que voilà, il enchaîne les buts actuellement. Donc c'est son 127e but en 203 matchs internationaux pour Cristiano Ronaldo. Là, c'est bien sûr un record historique. Aucun autre joueur d'une sélection a marqué plus de buts que Ronaldo. Et par exemple, les meilleurs buteurs européens en sélection A. Donc Ronaldo loin devant, 127 buts. Et le deuxième, c'est Ferenc Puskás, les gars, un ancien attaquant de la Hongrie qui en a inscrit 84. Donc là, on prend seulement les équipes européennes. On ne prend pas le Brésil, l'Argentine, tout ça. Donc voilà, Ronaldo 127, 84. Après, il y a Lewandowski qui a 81. Lukaku 78 avec son but, je crois, qu'il a inscrit hier. Il compte, malgré que le match, on sait, qu'il a été arrêté. Donc voilà, concernant ce top 5 des meilleurs buteurs européen en sélection. Et Ronaldo, donc sur cette année 2023, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à là, ce 17 octobre, il a marqué 40 buts en 2023, toutes compétitions confondues. C'est simple, c'est le meilleur buteur. Voilà, en Europe ou même dans le monde. Il passe désormais devant Erling Haaland et ses 39 buts. C'est fou, donc 40 matchs, 43 buts et on peut ajouter aussi 8 passes, 43 matchs, 40 buts et 8 passes décisives pour Cristiano Ronaldo. Donc Erling Haaland depuis janvier avec City et la Norvège, c'est 39 buts. Mbappé, c'est 35 buts avec le PSG et la France. Et Ronaldo fait mieux avec Al Nassr et le Portugal. 40 buts pour Ronaldo. Donc à 38 ans, il fait mieux que Erling Haaland et Kylian Mbappé, la nouvelle génération, on va dire, de grands joueurs. Donc incroyable, un CR7. Et le nombre de buts marqués par Cristiano Ronaldo par année. Donc on peut voir là, par exemple, en 2023, ça a été 40 buts. En 2021, il y a 2 ans, ça avait été une année à plus de 47 buts sur toute l'année. Donc là, on est seulement au mois d'octobre. Il lui reste à peu près, je sais pas, peut-être à peu près une dizaine de matchs à jouer jusqu'à la fin de l'année. Donc on pense qu'il pourra peut-être améliorer son record, pourquoi pas atteindre peut-être les 50 buts. Il pourrait revenir dans ces années où il était le Ronaldo Prime. Donc je sais pas, sa plus grosse année reste l'année, c'était en 2013 où il avait inscrit 69 buts. Bon, il n'atteindra pas parce qu'il lui faut encore 29 buts sur cette fin d'année. Mais ouais, il y a peut-être moyen qu'il dépasse les 50 buts, ce serait exceptionnel pour un joueur quand même de 38 ans. Et c'est le meilleur buteur de la Saudi Pro League, donc la première division saoudienne avec des grands attaquants maintenant. Il y a quand même par exemple Benzema, il y a Firmino, voilà, il y a Mitrovic, des très bons attaquants. C'est lui le meilleur buteur aussi toute compétition confondue en 2023. On a parlé juste avant, le meilleur buteur des qualifs de l'Euro. Voilà, c'est Cristiano Ronaldo. Et sinon, ses buts dans sa carrière, c'est 859 buts. Il avance ce total, les gars, pour Ronaldo. Donc, Ronaldo est à 141 buts d'atteindre les 1000 buts. Donc, dimanche, les gars, avant-hier, j'ai sorti une vidéo où j'ai dit que c'était son objectif ultime, atteindre les 1000 buts en carrière. Il lui reste encore 141. Est-ce qu'il arrivera? Oui, non, plus de 13 000 votes sur le Twitter BFootball. Donc, n'oubliez pas qu'il a 38 ans, comme Ronaldo. Et la plupart ont mis oui. J'ai mis oui, vraiment, quand tu sais la mentalité du joueur. Pour moi, il peut les faire, les 141 buts. Bon, après, il va falloir qu'il fasse comme il fait là. Actuellement, des doublés quasiment à chaque match. Et c'est totalement jouable. Après, en 2 ans, ça ne sera pas possible. S'il arrête à 40 ans. Mais je crois que Ronaldo va aller jusqu'à ses 42 ans. Donc jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Donc on verra. Là, c'est peut-être jouable. Donc après, voilà, il va falloir qu'il marque beaucoup, Ronaldo. Donc quand on connaît la mentalité du joueur,
Voilà, donc on sait que c'est faisable, bien sûr, les 1000 buts en carrière pour CR7. On va parler d'un autre Portugais, c'est qu'on parle beaucoup de Ronaldo, mais il ne faut pas oublier aussi ce joueur immense, les gars, Bruno Fernandes. Donc il a été buteur hier et pendant les éliminatoires de l'Euro, les gars, c'est 8 matchs joués pour 5 buts et 7 passes D. Aussi des stats exceptionnels pour le joueur de Manchester United. On continue, on va parler d'un autre match dans la même poule que le Portugal, les gars, c'est entre la Slovaquie et le Luxembourg. La Slovaquie s'impose 1-0, le Luxembourg il prend 5 points d'avance sur le Luxembourg. Donc, sauf surprise, les Slovaques devraient être présents en Allemagne. Donc, c'est pas encore officiel, on peut voir le résultat. Pourtant, Luxembourg a dominé d'après les stats, mais c'est bien la Slovaquie. Et bon, normalement, le prochain match, c'est la Slovaquie s'impose, les gars, ils auront leur billet. Voilà, pour disputer l'Euro, bien sûr, pour l'été prochain. On va parler d'un match. Un très gros match parce que c'est un match décisif. Donc Grèce contre les Pays-Bas. Et c'est les Pays-Bas qui se sont imposés en toute fin de match 1-0 grâce à Virgil van Dijk. Un but inscrit sur pénalty à la 93e minute du match. Et c'est vrai que ça c'est un but qui donne quasiment un billet pour la qualification pour l'Euro. Donc dommage bien sûr pour la Grèce parce qu'ils pouvaient accrocher. Surtout que les Pays-Bas ont eu un deuxième pénalty. Un pénalty plutôt dans le match. Weghorst il a tiré à la 28e minute. Il ne l'a pas marqué. Du coup on se dirigeait sur un 0-0. Pour la Grèce ça aurait été un bon résultat. Et du coup c'est les Pays-Bas qui s'imposent grave. Ça, Virgil van Dijk, n'oubliez pas que la France est déjà qualifiée. Du coup, les Pays-Bas maintenant ont le même nombre de points que la Grèce au classement, mais avec un match en retard. Donc, s'ils gagnent leur match en retard par rapport à la Grèce, ils prendront 3 points d'avance. Et en plus, là, les Pays-Bas ont déjà joué la France et la Grèce. Il leur reste, on va dire, les petites nations. Donc, ça sent bon pour la qualif maintenant pour les Néerlandais. Donc, Virgil van Dijk, donc l'homme du match, bien sûr, buteur en toute fin de match. Donc, voilà, sa célébration, bien sûr, c'est quasiment le but du ticket pour les Pays-Bas pour jouer l'Euro 2024 l'été prochain. Et concernant la Grèce, les gars, donc carton rouge pour Gustavo Poyet, c'est tout simplement le coach de cette équipe. Il a pris un rouge en fin de match parce qu'il était fou, bien sûr, après la défaite de son équipe. On va parler aussi de l'autre match qu'il y avait dans la même poule de la Grèce ou même la France. Donc Gibraltar-Irlande, donc c'est l'Irlande qui s'est imposée 4-0 contre Gibraltar. N'oubliez pas que Gibraltar, un futur adversaire des Bleus. Bon, la France joue contre l'Écosse ce soir, mais après il y aura encore une trêve internationale dans un mois, au mois de novembre. Et la France jouera et recevra Gibraltar. Donc là, on pense que ça sera certainement un gros résultat pour les Français. Du coup, tous les résultats, donc il y avait 7 rencontres. Bon, il y en a 6 qu'on finit parce que le match, on sait, Belgique-Suède n'a pas pu se finir. Donc, ce que j'ai parlé de tous les matchs, je crois bien. Non, juste Islande contre le Liechtenstein. Et c'est l'Islande qui s'est imposé 4-0 lors de cette rencontre. Donc, niveau pays qualifié, un nouveau pays qualifié. On en parlait tout à l'heure, c'est l'Autriche, les gars. Donc, Allemagne, pays haut. Donc, la France, le Portugal, la Belgique, la Turquie, l'Espagne, l'Écosse et maintenant l'Autriche sont les pays qualifiés. On peut voir qu'il reste encore pas mal de billets à prendre. Et aujourd'hui, c'est les derniers matchs pour se qualifier pour l'Euro sur cette trêve internationale, bien sûr. Donc voici le programme. Il y a un énorme match, les gars. Angleterre-Italie à 20h45. Si l'Angleterre s'impose ce soir, ils seront dans cette liste. Voilà, ils seront officiellement qualifiés. Donc, je sais pas, il y a qui. Tiens, Danemark aussi. Si ce soir, le Danemark, ils vont s'imposer contre Saint-Marin. Les gars, Saint-Marin, ça fait plus de 10 ans, je crois qu'ils n'ont pas gagné un match. Je ne sais même pas s'ils ont gagné un match dans leur histoire. Donc, voilà, le Danemark sort et seront aussi certainement dans cette liste des pays qualifiés. On reparlera voilà, de tous les résultats, bien sûr, demain. Du côté aussi de l'Amérique du Sud, il y a aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2026. Donc voilà le programme de la 4e journée. Donc tout d'abord, il y a un match ce soir à 23h, Venezuela-Chili. Et après, c'est des matchs dans la nuit, minuit 30, Paraguay-Bolivie, 1h30 du matin, Équateur-Colombie, 2h, Uruguay-Brésil, grosse affiche. Et à 4h, ça sera l'Argentine de Léo Messi qui ira défier le Pérou. Donc voilà, le gros programme parlera également de tous ces matchs demain. On continue, on va parler de quelques rencontres amicales qui avaient lieu hier. Tout d'abord, le Sénégal contre le Cameroun. C'était un match amical qui se jouait du côté du stade Bollaert à Lens. N'oubliez pas que ces deux équipes sont dans le même groupe lors de la CAN. Et ils sont affrontés lors de ce match amical. Et c'est le Sénégal qui s'est imposé grâce à Sadio Mané, buteur sur penalty. Du coup, voilà, petite victoire. Bon, là, c'est un match amical. Le plus important sera la prochaine confrontation entre les deux équipes. Où là, ça sera un match officiel, bien sûr, pour se qualifier pour les 8e de finale de la CAN, on peut dire. Donc voilà, les stats tout d'abord de la partie, donc petite domination on peut dire du Sénégal, et Mané un buteur sur penalty, donc félicitations à lui, et voilà. Et depuis que Rigobert Song, donc le sélectionneur, donc le Cameroun a gagné seulement 4 fois en 16 matchs, c'est vrai que là c'est une nouvelle défaite quand même pour le Cameroun, les gars, qui s'incline 1-0, en plus je crois que le Cameroun avait perdu il y a quelques jours, je crois contre la Russie, si je ne me trompe pas, 1-0 également, 2 matchs, 2 défaites pour préparer la CAN, c'est pas ouf les gars pour le Cameroun, donc voilà, concernant le coach Rigobert Song, ses stats depuis
qu'il est l'entraîneur de cette équipe. On va parler aussi d'un match entre l'Algérie et l'Égypte, hein, et du coup ça s'est fini un partout. Donc l'Égypte menait grâce à Fatih buteur la 62e minute de jeu et l'Algérie a égalisé à la 94e minute du match grâce à Islam Slimani. Donc voilà, partage des points. Après il faut noter les gars que l'Égypte a joué une bonne partie du match avec un joueur en moins, réduit à 10 dès la 26e minute du match. Donc voilà, quasiment plus d'une heure de jeu. L'Algérie a joué avec un joueur en plus. Voilà, ils ont galéré à revenir au score, ils ont égalisé en plus en toute fin de match. Donc voilà, concernant cette rencontre, on peut voir les statistiques de la partie. Et les Algériens n'ont plus battu les Égyptiens depuis 2009 et un but d'Antar Yahya. On retiendra aussi cette image folle entre Jamel Belmadi et Saïd Benrahma. Qu'est-ce qui s'est passé entre le sélectionneur algérien et son joueur? Donc Belmadi n'a visiblement pas apprécié que Saïd Benrahma ne lui serre pas la main après avoir été remplacé. Donc en gros, voilà, il y a eu un changement. Et Benrahma, on peut voir Belmadi de dos, mais il est en train de lui serrer la main, de lui taper dans la main. Et Benrahma ne lui a pas tapé dans la main. Et ça, c'est pas du tout passé, bien sûr, pour Jamel Belmadi qui l'a pris au col, on peut le voir. Et lui a dit en gros que voilà, ça se faisait pas, il faut taper, voilà, tu mets pas un vent en gros. Donc voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre hier. On va parler du Nigeria aussi qui joue contre la Mozambique, victoire des Nigérians 3-2 et n'oubliez pas que le Mozambique a joué quand même avec un joueur moins. À la 38e minute, ils ont pris un carton rouge. La Nigeria s'est imposé seulement 3-2 alors que Mozambique a joué quasiment toute la deuxième mi-temps, les gars, avec un joueur en moins. Et concernant le Nigeria, parce qu'il n'a pas joué hier, Victor Osimhen, hein, parce qu'on peut avoir Mofi, Onyeka et Simon, les trois buteurs côté nigérian. Donc Victor Osimhen, n'oubliez pas qu'il est blessé et il devrait être absent environ un mois suite à une lésion de type moyen du biceps fémoral de la cuisse droite engendrée lors du match Nigeria-Arabie Saoudite qui a eu il y a quelques jours. Je crois qu'il y a eu 2 partout. Donc voilà, ça c'est un gros coup dur surtout pour Naples, hein, parce qu'il ne sera pas là pour les prochains matchs. On sait qu'il y a la Ligue des Champions qui revient. Dès mardi prochain, les gars, il y a une journée de LDC. On va parler de l'équipe de France U18. Donc les jeunes Français jouaient contre l'équipe suisse hier et c'est un match amical, hein, et les jeunes Français se sont imposés 1-0 grâce à Kroupi, le joueur de Lorient. Donc pour son premier match avec l'équipe de France U18, Eli Junior Kroupi, 17 ans, est déjà buteur. C'est son 4e but de la saison, toute compétition confondue. N'oubliez pas que ce joueur avait inscrit un doublé contre l'équipe de Lyon, lors du dernier match de championnat avec l'équipe de Lorient. Donc ce jeune attaquant est extrêmement prometteur et même Bakayoko, son collègue du côté de Lorient, le compare au nouveau Kylian Mbappé, donc un nom à surveiller. Donc hier c'est lui qui a été l'unique buteur de la rencontre. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France A parce que les Français ce soir jouent du côté du stade de Lille pour ce match contre l'Écosse. 2 équipes qualifiées pour l'Euro parce que l'Écosse aussi est leur billet. Donc c'est un match amical bien sûr. On va juste parler d'un anniversaire, je ne l'ai pas dit en premier parce qu'en premier aujourd'hui je voulais parler de ce qui s'est passé hier Belgique-Suède. Mais Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, fête aujourd'hui son 67e anniversaire, le jour de ce France-Écosse. Un joyeux anniversaire Guy Stéphane, l'adjoint on va dire de Deschamps. Et concernant ce match ce soir, donc sera quasiment un guichet fermé, il ne reste plus que 1000 places à vendre. Bon, les places seront certainement vendues dans la journée. On espère que tout se passe bien ce soir, où la sécurité sera renforcée, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc Mbappé du côté du centre d'entraînement de Lille, et concernant Mbappé, parce qu'il avait loupé le dernier entraînement de l'équipe de France, j'avais dit que je sais pas, il a une petite gêne, et Deschamps, les gars, en conférence de presse, donc il dit qu'en gros il va bien, voilà, il y va bien et il est disponible avec le sourire et en pleine forme. Donc on pense que Mbappé sera titulaire ce soir pour cette rencontre. Et le capitaine doit-il s'exprimer sur les sujets de société? C'est un journaliste qui a posé ça en conférence de presse à Deschamps. Et Deschamps il a dit: oh là, quelle question, Kylian est capitaine, il assume tout à fait son rôle. Pour moi, chacun est libre de s'exprimer quand il veut sur le sujet qu'il veut. C'est la liberté de chacun. Parce que les journalistes peuvent demander à Mbappé pourquoi il reste silencieux par rapport, vous savez, tout ce qui se passe voilà, dans extra sportif, je vous parle extra foot. Donc voilà, c'est Mbappé, on sait qu'il ne veut pas parler. Après, c'est son droit, bien sûr. Chacun fait comme il veut. Deschamps aussi sur les critiques envers Randal Kolo Muani en conférence de presse. Il a dit donc avec vos critiques, ça ne va pas aller dans le bon sens. Il ne fait pas tout bien. Avant la Coupe du Monde, peu de gens pensaient qu'il serait avec nous. Il a enchaîné avec de bonnes choses sur le terrain. Il a toujours la même volonté et la même disponibilité. C'est que les derniers matchs, que ce soit en France ou même avec le PSG, c'est plutôt moyen. Randal Kolo Muani, et voilà, Deschamps, on va dire, est venu à son secours. Donc ce soir, il devrait commencer sur le banc. Normalement, Randal Kolo Muani. Deschamps est également très déçu après la défaite du 15 de France. J'étais dégoûté pour eux, on ne se remet pas du jour au lendemain.
Une défaite, alors plus cruelle comme ça, vraiment à un point, les gars, ça c'est genre rien, ça nous fait penser à l'équipe de France, à la Coupe du Monde, hein. Souvenez-vous, on a perdu au tir au but, c'est genre rien, ça a été la même chose pour le rugby avant-hier contre l'Afrique du Sud. Et Deschamps, c'est sur la polémique Todibo, donc il s'est excusé auprès de moi, ce n'était pas une attitude à avoir à ce moment-là, c'est mieux de s'expliquer devant vous et avec ces mots plutôt que de faire un communiqué, il reste à disposition comme les autres pour demain, maintenant pour ce soir pour le match, hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur Jean-Claire Todibo? En gros, c'était lors du match Pays-Bas-France, il y a une minute de silence et il a été filmé en train de sourire durant la minute de silence et bien sûr c'est pas du tout passé. Donc dédié aux victimes en Israël et Gaza et à la mort du professeur assassiné à Arras, hein, c'était vendredi dernier, Jean-Claire Todibo va devoir donner des explications à la FFF. Le Conseil national de l'éthique de la FFF ne souhaite pas laisser ce genre de comportement. Donc bon, c'était un petit sourire, mais en gros c'est un sourire nerveux, voilà, tout simplement parce qu'il a réagi, les gars. Jean-Claire Todibo, hein, a tenu à s'exprimer après son rire nerveux lors de la minute de recueillement vendredi. Il a dit: j'ai tenu à m'exprimer par rapport à l'ampleur que la situation prend. L'interprétation de la situation est assez folle, hein. Certains ont fait certaines blagues et j'ai eu un rire nerveux. En aucun cas je me moquais de la situation. Je suis touché car sans tâche l'éducation que ma mère m'a donnée. Il faut savoir que ma mère travaille à l'éducation nationale, ça aurait pu lui arriver. Donc voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Il a réagi par rapport à ça. Donc voilà ce qu'il va dire sur Jean-Claire Todibo. Et Mac Mignon qui était également en conférence de presse, un vol au secours de Jean-Claire Todibo après sa polémique, hein. On connaît tous Jean-Claire, c'est une bonne personne, en aucun cas ce rire est un rire moqueur, hein, par rapport à ce qui s'est passé, hein. Et Eduardo Camavinga également après la défense aussi de Todibo. Je n'ai pas trop été mis au courant de tout ça, mais il faut savoir que Jean-Claire est une bonne personne. La chose a été mal interprétée, tout simplement. Voilà, pour clôturer, on va dire, ce dossier. Pour revenir au match ce soir de la France contre l'Écosse, voici la compo probable d'après l'équipe. Donc Mike Mignon sera au but avec Théo Hernandez, normalement défenseur gauche, Konaté, Pavard et Klose, les gars, défenseur droit. Donc voilà, Pavard, Konaté, la défense centrale, peut-être ce soir, hein, c'est une compo probable, hein, on n'est pas dans la tête de Deschamps. Donc Tchouaméni, Griezmann, Camavinga au milieu de terrain et devant donc Dembélé qui avait été sur le banc et qui n'avait pas joué, hein, lors du dernier match, devrait être dans le 11, Mbappé capitaine et Giroud en attaque. Donc voilà, ça devrait être ça le 11 de départ ce soir. Et concernant Kylian Mbappé, donc l'enroulé de Kylian Mbappé face aux Pays-Bas a été élu but de cette première journée de trêve internationale. Souvenez-vous, ce magnifique but, c'était le deuxième but de l'équipe de France, où c'est parti, bon, pas en pleine lucarne, hein, mais bon, ça a lobé le gardien, magnifique but, donc ça a été élu plus beau but des matchs de la première journée de la trêve internationale. On va parler aussi de l'équipe de France Espoir parce que les Bleuets jouent ce soir. Rendez-vous à 18h30, hein, pour regarder le match, hein, sur la chaîne L'équipe. Ça sera un France-Chypre U21, c'est un match pour se qualifier pour l'Euro 2025. Et voilà, nos espoirs préparent, hein, cette rencontre qui se jouera du côté du stade de Grenoble, hein. Je vous ai dit 18h30 sur la chaîne L'équipe. On revient un an jour pour jour en arrière, c'était un 17 octobre 2022. Tout le monde se souvient parce que ça avait été un grand jour, les gars, pour Karim Benzema. Il y a un an jour pour jour, Benzema remportait le Ballon d'Or. Une première, c'était un lundi. Donc le bon là, on est mardi maintenant, mais parce que ça décale à chaque fois d'un jour, hein, chaque année, bref. Donc enfin une première pour un joueur français depuis Zinedine Zidane en 1998. Il est devenu, donc il y a un an jour pour jour, le 5e français à avoir remporté le Ballon d'Or. Félicitations, bien sûr, on se souvient tous, hein, on était tous très contents, c'était amplement mérité, hein, surtout ce qu'il avait fait. Donc là, il n'y avait aucun débat, hein, bien sûr, hein, et il avait déclaré, hein, c'est le Ballon d'Or du peuple, tout simplement, ce Ballon d'Or qu'il a pu obtenir. C'était il y a un an jour pour jour. Donc voilà, concernant Karim Benzema, et toujours avec lui, donc une question de mentalité, le nouveau X, enfin, c'est-à-dire le nouveau tweet, on peut dire, hein, énigmatique de Karim Benzema sur la plateforme X, hein, donc Twitter. Donc voilà ce qu'il a pu mettre, une photo de lui, enfin on va dire dos à la photo en gros. On va toujours avec Karim Benzema parce que ça l'implique, les gars. Donc Kendrick, hein, devrait récupérer le numéro 9 laissé vacant par Karim Benzema du côté du Real. Le Brésilien arrivera au Real Madrid en juillet à ses 18 ans parce que lui il a déjà signé, ça fait au moins plus d'un an, hein, du côté du Real. Mais à 18 ans il pourra seulement être joueur du Real Madrid. Donc il sera major et ça sera en juillet. Et il pourrait prendre le numéro 9, hein, parce que le numéro 9 est actuellement libre, hein, du côté du Real Madrid. Le supporter ayant jeté du popcorn sur Neymar réagit à la polémique, hein, c'était lors du dernier match entre le Brésil et le Venezuela. Donc il y a eu un partout, donc Neymar était énervé parce qu'il n'y a pas eu victoire pour le Brésil. Et un supporter a balancé du popcorn tout simplement sur Neymar. Donc il a dit à la fin du match: je suis descendu plus près du terrain là où se trouvaient les joueurs, je mangeais du popcorn et quand Neymar est arrivé près du tunnel, je l'ai appelé, j'ai crié mais il ne s'est même pas retourné dans ma direction. Je lui ai lancé le sac, non pas pour lui dire qu'il avait mal joué, hein, mais pour attirer son attention. On dirait que j'ai fait ça par méchanceté, mais ce n'était pas le cas. Je suis un de ses fans, j'aime son football, je ne voulais pas le blesser, je voulais juste qu'il se tourne vers la tribune. Et donc bon, après il s'est tourné vers la tribune mais très méchamment. Bon, après on peut comprendre, il
venait de recevoir un pot de popcorn sur la tête. Donc voilà, ce qu'a pu dire celui qui lui a balancé le pot de popcorn sur la tête. On va parler d'un match de Coupe de France qui a eu lieu le week-end dernier, donc lors du match du 5e tour de Coupe de France Niort. Une équipe de Ligue 2, Ligue 2 ou nationale, bon bref je sais plus, se déplaçait sur la pelouse du FC Bressuire, une équipe de R1, donc régionale. Donc les joueurs niortais étaient furieux car ils ont constaté que des individus auraient uriné sur leur affaire dans le vestiaire pendant qu'ils jouaient. Des personnes, une ou plusieurs personnes sont entrées dans le vestiaire de Niort et ils ont uriné sur les affaires des joueurs de Niort. On peut comprendre bien sûr qu'ils étaient très énervés à la fin de la rencontre. La fratrie Bellingham réunie, donc d'après El Nacional, des scouts, donc en gros des recruteurs du Real, ont été envoyés par le Real pour observer Job Bellingham avec les U19 anglais durant la trêve. Le jeune frère de Jude évolue à Sunderland à 18 ans. Donc voilà, on parle beaucoup de Jude Bellingham, mais aussi son frère Job Bellingham joue à Sunderland en Championship 2e division. Et pourquoi pas voir les deux frères Bellingham du côté du Real. C'est vrai qu'il peut venir un Job et pourquoi pas jouer avec l'équipe réserve du Real Madrid. C'est ce que peut-être essayer de faire le Real Madrid là lors du prochain mercato. Le stade Océane sera guichet fermé pour la réception du Racing Club de Lens. Donc il s'agit du premier guichet fermé dans l'histoire du Havre en Ligue 1. Donc voilà, prochain match, le Havre reçoit l'équipe de Lens et le match se jouera avec un guichet fermé parce qu'il n'y a plus de place à vendre. On va parler d'une tragédie qui est un joueur U19 de Cordoba retrouvé mort quelques jours après sa disparition. Donc Cordoba, c'est de la 3e division espagnole. Donc une personne qu'on n'avait plus de nouvelles de lui, donc il s'appelle Alvaro Prieto Lopez, jeune joueur de Cordoba, âgé de 18 ans, a été retrouvé mort après une disparition longue de 4 jours. Son corps a été retrouvé par la police locale entre 2 wagons d'un train en marche. Puisse son âme reposer en paix. On pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. Donc voilà, tragédie pour ce jeune footballeur de seulement 18 ans. Donc voilà, on espère qu'on saura ce qui s'est passé bien sûr par rapport à son décès. Le Roi Sané est la cible prioritaire de Liverpool. Les Reds sont prêts à débourser une somme faramineuse pour s'attacher les services de l'actuel Bavarois. L'homme aux 56 sélections est également dans les plans du Real Madrid et de Barcelone. C'est vrai que lui, il a pas mal d'options. Il a l'option aussi rester bien sûr et prolonger du côté du Bayern. Mais Liverpool, le Real et le Barça aussi s'intéressent à le Roi Sané. Mais pas que Sané, les gars, nous réalisent un énorme début de saison. Vraiment très performant avec le Bayern ou même avec la Mannschaft. Donc voilà, il a pas mal d'options, on peut dire, pour son futur. Des nouvelles de Léo Messi. Donc tiens, Messi... l'Argentine et Rodrigo de Paul joue à 4h du matin la nuit prochaine là, du côté du Pérou. Donc Messi pourrait peut-être jouer. On sait qu'il avait commencé sur le banc lors du dernier match parce qu'il a pas mal de blessures. Donc là ça va mieux. Il sera certainement titulaire, Léo Messi. Donc on a quelques photos de lui lors de l'entraînement du jour avant le match contre le Pérou. Une stat effrayante. Donc en première Ligue 1, William Saliba et Kurt Zouma n'ont jamais été dribblés cette saison. Donc les deux joueurs ont joué l'intégralité des rencontres avec Arsenal et West Ham. Ils ont joué toutes les rencontres et tout le match, de la première jusqu'à la fin de match, et n'ont jamais été dribblés en première ligue, ces deux-là. C'est comme deux défenseurs français. Officiel, Kai Havertz est un nouvel athlète Puma. Donc l'intéressé s'est exprimé. Donc la chaussure future convient parfaitement à mon jeu et j'avais hâte de porter. Donc Puma, bon voilà, c'est son nouveau équipementier. Donc félicitations à lui. Donc voilà, il passe avec l'équipementier Puma, Kai Havertz. On revient 7 ans jour pour jour en arrière. C'est un 17 octobre et Franck Macourt rachetait l'Olympique de Marseille. Donc quel bilan tirez-vous depuis qu'il est le propriétaire de l'Olympique de Marseille 7 ans après? Ça, on va faire le bilan. Je pense qu'on attendait beaucoup plus et surtout quand il est arrivé il y a 7 ans, il a dit qu'il allait investir beaucoup d'argent. Bon, il a investi, mais peut-être les supporters marseillais attendaient peut-être un peu plus, tout simplement. Donc voilà, c'était il y a 7 ans, jour pour jour. Et n'oubliez pas que Marseille, on entend toujours des rumeurs actuellement. Enfin, il y a des rumeurs depuis quelques temps que Marseille pourrait peut-être changer de propriétaire et on parle peut-être d'un groupe saoudien qui pourrait acheter l'OM et là bien sûr les fonds seraient totalement différents, donc là ce serait bien sûr des grosses sommes d'argent qui pourraient être investies par l'OM bien sûr si l'OM venait à changer sous pavillon saoudien. On va parler de Nacho, initialement suspendu 3 matchs après un terrible tacle qu'il avait fait sur le joueur Portu lors d'un match. Donc le Real a fait appel et du coup il sera suspendu seulement 2 matchs et du coup Nacho pourra finalement jouer le Classico en Liga. La commission de la RFEF réduit sa suspension de 3 à 2 matchs après que le Real Madrid a fait appel. Donc du coup il sera disponible lors du Classico qui est prévu dans 11 jours. On est le 17, c'est le 28 octobre prochain. Ça sera au stade du Barça, ça sera 16h15 le coup d'envoi.
Le jeune Warren Zaïre-Emery devient le U17 le plus cher du monde. À 17 ans, le capitaine de l'équipe de France Esport est devenu titulaire indiscutable avec le PSG, c'est vrai en effet, avec 828 minutes de jeu cette saison, c'est énorme. Il est le quatrième joueur le plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison. Sa valeur marchande est donc passée de 20 à 50 millions d'euros selon Transfermarkt. Bon, après pour le PSG, il ne souhaite pas le vendre, bien sûr, c'est un joueur issu du centre de formation, c'est un joueur pour le futur, mais bon, actuellement, si le PSG venait à le vendre, il pourrait le vendre au moins 50 millions d'euros, c'est sa valeur marchande. Antonio Conte, j'ai rejeté une proposition énorme de l'Arabie Saoudite, j'ai décidé de dire non tout simplement. Donc actuellement, c'est pas où il va entraîner Antonio Conte, mais en Arabie Saoudite pour lui, pour l'instant, c'est non. On va parler de Kvaratskhelia, c'est marié, donc le joueur georgien, le joueur de Naples, on le félicite, lui et sa femme. Donc félicitations à lui et sa femme, tout simplement, pour ce mariage. On va parler de Tomiyasu, donc défenseur japonais de l'équipe de Arsenal, pourrait manquer un mois de compétition en raison de la Coupe d'Asie de l'AFC 2023. Donc le japonais pourrait manquer les rencontres face à Crystal Palace, Nottingham, Liverpool et West Ham parce qu'il devrait normalement participer à cette Coupe d'Asie. Je ne sais pas quand c'est, mais voilà, c'est-à-dire que ce serait un gros coup dur bien sûr pour les Gunners. Federico Chiesa et Dusan Vlahovic sont incertains pour le match entre la Juve et l'AC Milan dimanche. Un gros match les gars, parce que la trêve internationale là ça finit ce soir, enfin la nuit prochaine. Il y a des matchs sur le continent sud-américain, puis les championnats ça reprend dès vendredi. Dès vendredi les gars, il y a déjà quelques rencontres. Et dimanche un gros match, la Juve contre Milan et Chiesa et Vlahovic pour être forfait. On va parler d'un joueur qui a été forfait pendant pas mal de temps, c'est Ismaël Bennacer est de retour à l'entraînement avec l'AC Milan et ça c'est une bonne nouvelle. Donc blessé depuis le 11 mai dernier, il y a déjà quelques mois, donc depuis 5 mois. Donc Bennacer a repris l'entraînement avec l'AC Milan aujourd'hui, il ne devrait pas revenir avant plusieurs semaines parce que c'est pas qu'il a repris l'entraînement là qu'il va déjà jouer le week-end qui arrive, non, mais il est de retour plutôt que prévu et il rejouera une fois qu'il sera 100% d'ici quelques semaines, peut-être, je sais pas, peut-être début décembre, parce qu'il faut encore un mois je pense vraiment d'entraînement intense pour revenir à la compétition, mais c'est bien sûr une bonne nouvelle quand un joueur revient à la compète après avoir été blessé pendant plusieurs mois. Et on finit les gars aujourd'hui en ce 17 octobre, plusieurs joueurs sont encore sans contrat et libres de s'engager n'importe où, même si on n'est plus en période de mercato. Tous ces joueurs peuvent signer un contrat si un club leur propose de signer. Par exemple David De Gea, le gardien espagnol, 32 ans, actuellement il est libre, il peut s'engager où il veut. Jess Lingard, la même chose les gars, 30 ans. Sheka, Gebama, moi je vais pas tout citer les joueurs. Mvila, on peut voir aussi Mustafi Boateng, qui a le défenseur, c'est un joueur de Lyon qui avait fait un test au Bayern, ça n'avait pas été concluant. On peut dire Luis Gustavo, Malcuit, Zaza. Donc voilà, tous ces joueurs les gars peuvent signer où ils veulent, tous actuellement libres. Actuellement ils ne jouent pas parce qu'ils n'ont pas de club. Tous ces grands joueurs de football. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.